L'orateur suivant, c'est le professeur David Moscovitz, qui est chef de service de l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Alors, on ne sait pas où c'est, Colombes, nous, les provinciaux. Et qui est aussi secrétaire général de la SFCPCH et qui va parler de l'évaluation et de la prise en charge des douleurs inguinales chroniques post-opératoires. Merci Guillaume. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire, cher maître, pour aller à Colombes, il faut traverser 2 fois la Seine en partant d'ici. Euh, c'est donc une transition idéale de parler maintenant des douleurs, puisque vous le savez, on l'a dit, 200 000 patients sont opérés chaque année d'une hernie en France et 20 millions dans le monde. Et aujourd'hui, à l'ère des dispositifs prothétiques, l'enjeu de cette chirurgie est bien sûr la qualité de vie et plus la récidive qui est devenue une préoccupation secondaire. Néanmoins, cette qualité de vie dépend aussi beaucoup d'un des enjeux, un des risques de cette chirurgie, car comme toute chirurgie, elle peut donner des douleurs chroniques. Et on dit que 5 à 10%, et dans certaines publications, comme cette publication récente, 17% des patients peuvent avoir des douleurs. Bon, 5 à 10%, on a retenu en France, dont 1 à 5% ont des douleurs invalidantes pour les activités de la vie quotidienne. Le plus souvent, cela concerne des hommes de 50 ans. Alors, vous connaissez le contexte médiatique actuel et je pense qu'il est important de faire un petit résumé puisque nous sommes réunis aujourd'hui aussi pour parler de cela en partie. Comme je vous l'ai dit, 80 à 90% des 20 millions de patients opérés chaque année dans le monde ont des prothèses. Et actuellement, nous sommes confrontés à l'émergence d'un groupe complotiste anti-prothèse qui a fortement été relayé par les médias sous forme d'une cabale anti-polypropylène qui a été traduite sous forme d'un scandale sanitaire par la presse. Cette cabale repose sur l'hypothétique existence d'un syndrome immunitaire dirigé contre le polypropylène et ses adjuvants. L'hypothèse de l'existence de ce syndrome est très physiopathologique. Néanmoins, ni le Club Hernie, dont le registre contient aujourd'hui 80 000 patients, ni les experts, ni la RCP mensuelle de chirurgie pariétale n'ont vu passer ce genre de syndrome. Et d'ailleurs, pour rendre complètement caduque l'hypothèse de l'existence de ce syndrome, il suffit de rappeler que les fils utilisés pour les réparations hernières, comme ceux utilisés pour les anastomoses vasculaires, sont de la même composition que les prothèses. Et donc, finalement, la discussion devrait s'arrêter assez vite. La presse a bien sûr grandement contribué à cela, mais finalement, nous sommes confrontés au complot habituel contre Big Pharma qui se heurte au conflit d'intérêts des médecins qui sont nécessaires pour la recherche, le développement et surtout la formation. Moi, à titre personnel, ce qui me pose problème, c'est que ce contexte usurpe en quelque sorte la souffrance des patients dolents chroniques. Et face à cela, nos patients sont de plus en plus inquiets, demandent des informations, voire même pour certains s'éloignent du soin au risque de voir leur pathologie évoluer. Il est donc important d'affronter la réalité, c'est-à-dire avec factuellement l'existence de douleurs chroniques dans 5 à 10% des cas, ce qui est bien moins que la chirurgie du rachis ou de la thoracotomie. Comme vous le savez, la prothèse peut être mise par voie ouverte ou par voie cœlioscopique, mais dans tous les cas, vous allez voir que, comme vous le savez, les douleurs ne sont pas liées à la prothèse, mais à la dissection de cet environnement qui est fragile, aussi bien du fait de la présence du péritoine que d'une riche innervation. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de douleur? Car c'est important de définir la situation. On peut parler de douleur insoutenable immédiate en salle de réveil, qui est certainement une indication de réintervention immédiate. On peut parler de douleur aiguë, pour faire simple, avant 3 mois, et de douleur inguinale chronique post-opératoire, en fonction des définitions, entre 3 et 6 mois post-opératoire. Il est important déjà de parler de douleur chronique. Et ces douleurs, elles sont finalement de 3 caractéristiques soit neuroplastique, mais celle-ci s'intègre plutôt dans le cadre de syndromes douloureux généraux à surajouter la douleur post-opératoire, soit neuropathique. La douleur neuropathique, ce sont les allodynies, les hyperesthésies douloureuses, c'est de douleurs fulgurantes, des décharges électriques qui s'associent à des anomalies de l'examen neurologique objectif. Et puis les douleurs nociceptives, qui peuvent être de 4 mécanismes. Soit il y a une nociception parce qu'il y a une récidive,
soit il y a une nociception parce qu'il y a une réaction cicatricielle excessive à la présence du matériel qu'on appelle le méchome. Donc vous voyez un exemple qui est rare mais qui peut exister. Soit il peut y avoir une périostite parce qu'on a les moyens de fixation ont irrité le périoste. Soit il peut y avoir la foreign body sensation, la sensation de corps étranger chez des patients minces qui ont parfois du matériel ancien, épais et lourd. Et donc, il est important pour le chirurgien de pouvoir s'y faire. Les douleurs neuropathiques, c'est celles dont on parle le plus. Voilà deux vulgaires schémas ou crowbars qui n'ont rien à envier à auxquels le professeur Renard vous a brillamment fait des rappels. Alors, la prise en charge de ces douleurs, elle fait l'objet d'un ensemble de moyens pharmacologiques invasifs et éventuellement chirurgicaux et qui sont nombreux, que je vais brièvement rappeler ici, mais l'élément le plus important est qu'il est nécessaire d'avoir une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire. Les moyens pharmacologiques, vous les connaissez, les antalgiques et les coanalgésiques. Les emplâtres cutanés qui sont largement utilisés, le patch d'anesthésiques locaux ou de dérivés du piment, la toxine botulique. Les mesures associées, ce sont toutes les mesures paramédicales ou de rééducation qui sont toujours très utiles chez les patients douloureux chroniques. Récemment, un patient m'a dit, moi, le médecin de la douleur joue de la guitare à côté de moi et chante, et les fréquences que je perçois me font du bien. C'est ce qu'on appelle la musicothérapie. Les moyens invasifs, avec donc les blocs tests, dont on va redire un mot, qui sont très importants pour la sélection des patients. La neurolyse percutanée, qui peut être chimique ou électrique, et notamment la radiofréquence pulsée et la cryoablation nerveuse. Les techniques de neurostimulation, le TENS, voire même la stimulation du ganglion dorsal, qui est pratiquée par certains médecins de la douleur. Et puis pour ce qui nous concerne, peut-être les chirurgiens, même si c'est exceptionnel, les moyens chirurgicaux qui regroupent soit les sections nerveuses, soit l'ablation du matériel, soit la cure d'une récidive hernière. Et donc finalement, la littérature est très très peu garnie en la matière, mais on a quelques éléments pour penser que dans le cadre de la prise en charge des douleurs neuropathiques, c'est la colonne de droite, il convient d'employer les mesures conservatives, donc pharmacologiques, topiques, les emplâtres cutanés, la stimulation électrique, et puis les mesures interventionnelles. Malheureusement, ce qui apparaît souvent, c'est que les mesures interventionnelles, plus elles sont complexes, moins elles sont fréquemment efficaces. Et donc, les blocs tests sont efficaces sur les douleurs neuropathiques, la radiofréquence pulsée, puis la neuroablation, la cryoablation, la cryothérapie percutanée, et la neurectomie chirurgicale, qui est efficace très partiellement dans certaines séries présentées. Alors la stratégie finalement, laquelle elle va être lorsqu'on voit un patient douloureux. Le patient très douloureux en salle de réveil, ça n'est pas normal. On le réopère, on a dû prendre un air, on a dû mettre une agrafe quelque part. Il faut peut-être enlever la prothèse et réfléchir. La douleur aiguë relève des antalgiques. Et dès qu'elle atteint 3 mois, il convient de parler douleur chronique. Si cette douleur chronique va faire l'objet d'une prise en charge dans l'idéal en CETD, en centre d'études et de traitement de la douleur, et dans ce cas, il convient d'évaluer s'il y a une récidive hernière ou pas. S'il n'y a pas de récidive hernière et que la douleur est neuropathique, on va proposer aux patients des blocs tests avec des anesthésiques locaux et des corticoïdes retard, ce qui va peut-être sélectionner un patient pour une thérapie invasive. Si le bloc test est efficace, c'est que la destruction ou le traitement nerveux va pouvoir être efficace et c'est ce qui peut nous amener à faire des traitements nerveux. S'il y a un méchome, alors et seulement alors, cela peut être l'indication d'une ablation de la prothèse, éventuellement associée, si la douleur est aussi neuropathique et que le bloc test est efficace, à une neurectomie ou à une radiofréquence pulsée. En cas de récidive et qu'il y a des douleurs neuropathiques, il faut y associer une prise en charge en médecine de la douleur et éventuellement associer la cure de la récidive à la neurectomie. Si la récidive est isolée, que c'est une douleur nociceptive, alors on traite la récidive. Alors ça, ce sont des algorithmes un peu compliqués. Globalement, comment faire une neurectomie et à quel endroit? Finalement, l'idée, c'est de traiter le nerf en amont de la zone du préjudice nerveux. Et pour faire simple, si la chirurgie a été faite par voie antérieure, il est plus facile de traiter les nerfs par voie postérieure.
Et ça, finalement, on en revient toujours à peu près à traiter les nerfs par voie postérieure. Je vous épargne ces détails. Avant de traiter un malade, ce qu'il est très important de faire, je vois mon patient arriver, eh bien, je le sélectionne avec ce score de douleur neuropathique qui a été décrit par une équipe parisienne, le score DN4 que nous connaissons à peu près par cœur maintenant, qui permet de dépister la douleur neuropathique. Et ensuite, on va utiliser l'anatomie nerveuse qu'on a en tête pour réaliser une cartographie sensitive de la douleur. Et vous voyez qu'on va mettre un plus là où le patient a une hyperesthésie douloureuse, un zéro là où il est endormi, où il a un engourdissement, et un moins là où il n'y a pas d'anomalie de l'examen neurologique. Et ça va permettre d'avoir un élément comparateur pour le post-opératoire. Alors, cette neurectomie chirurgicale, elle peut être faite chez les patients qui ont des douleurs neuropathiques. Alors, pour ma part, on n'en fait pas énormément. Voilà l'anatomie nerveuse dans le sens du chirurgien, c'est-à-dire le patient en décubitus latéral du côté droit. On s'imagine les structures nerveuses telles qu'elles sont en rapport avec les nerfs. Et donc, on va installer notre patient en décubitus latéral et on va réaliser une rétropéritonéoscopie, c'est-à-dire un abord rétropéritonéal célioscopique pour aller chercher les trajets nerveux. Donc, vous voyez, c'est pas une célioscopie, c'est une rétropéritonéoscopie. On va aller chercher la graisse rétropéritonéale, c'est trois orifices de trocar, et on va tout de suite chercher nos repères anatomiques euh, habituels. Quand on fait de la chirurgie des éventrations latérales, c'est une région qu'on connaît bien, avec donc les repères qui sont le psoas, le muscle carré des lombes. Vous voyez le psoas ici. Si on descend, on va probablement voir l'urtère. C'est quasiment un repère anatomique un peu lointain, je pense qu'on a aperçu l'urtère. On va avoir en haut le muscle carré des lombes et les muscles larges qui vont apparaître. Voilà, ici c'est probablement l'urtère, même si c'est un repère qui est très postérieur et on a rarement besoin d'aller aussi en arrière. En avant, on va avoir un tronc nerveux qui est probablement à la face antérieure du psoas, le nerf génito-fémoral, que les urologues qui font de la transplantation connaissent bien, puisque c'est vraiment une structure qui est très facile à voir. C'est une des rares structures dans la région de passage. Et quand on veut aller chercher l'origine de l'ilio-inguinal et de l'ilio-hypogastrique, il faut aller dans l'angle dièdre entre le muscle carré des lombes et le muscle psoas en haut de l'écran. Ici, on va avoir un tendon, le carré des lombes, le nerf génitofémoral là, qui a été disséqué et qui est un peu suspendu. C'est une graisse rétropéritonéale qui est facile à disséquer. On a l'orifice inguinal profond qui apparaît avec le nerf qui... Donc on est vraiment en amont de la, euh, euh, de la dissection habituelle en cure de hernie. J'avance un petit peu. Et on va avoir des structures nerveuses ici en haut. Et donc, ça doit être certainement l'ilio-hypogastrique et ou l'ilio-inguinal, sachant qu'il y a des variations. J'ai déjà opéré un patient qui avait un tronc nerveux trifurqué unique. Les nerfs ne doivent pas être blessés pour éviter les lésions de coagulation. Donc, vous voyez, on utilise seulement la bipolaire et on va réséquer le plus long trajet nerveux possible. Là, c'est un exemple d'un patient, bien sûr, qui a été très sélectionné par le médecin de la douleur, qui avait des blocs tests positifs et qui a peut-être préféré la chirurgie à la radiofréquence pulsée. Et ensuite, lorsqu'on a bien identifié nos troncs nerveux, pardon, on va pousser la petite fenêtre de zoom. Voilà, ilio-inguinal en haut et ilio-hypogastrique, génito-fémoral en bas, le psoas. Et donc, moi, personnellement, je mets des clips métalliques aux extrémités de section parce que ça permettra de faire des infiltrations ciblées sous scanner en cas d'hyperagésie de désafférentation au niveau des moignons nerveux, des petits clips, et je sectionne au ciseau froid. Et ensuite, j'envoie la pièce opératoire à l'anapathe pour que la NAPAT puisse confirmer que je n'ai pas envoyé du tissu graisseux normal ou un vaisseau et que la neurectomie était bien effective. Voilà. Tac, on va sectionner le génitofémoral juste avant sa disparition dans l'anneau inguinal et l'intervention est terminée.
Voilà. Alors, on a peu de littérature. On a un essai randomisé sur la question qui démontrait une efficacité des procédures dans 75% des cas, pour faire simple. Donc, ça fait partie de l'information du malade. Et vous voyez une littérature qui est très hétérogène, mais qui globalement montrait 25% d'efficacité de la chirurgie de la douleur, qui est un élément à considérer. Alors, les patients vont vous dire, bah, écoutez, docteur, il faut m'enlever ma prothèse parce que j'ai mal. Alors, très bien. Déjà, donc, vous m'avez suivi, je suis désolé, je dépasse un petit peu. Enlever une prothèse, ce n'est justifié que s'il y a un méchome, car l'ablation de la prothèse en elle-même va être très délabrante. Et ici, je vous ai donné un exemple d'une chirurgie qu'on avait réalisée pour enlever une prothèse. Alors, je ne vais pas vous montrer une belle vidéo avec une prothèse enlevée dans son entièreté. On utilise le robot pour les enlever tellement on a peur. Et en fait, on a très très peur de la veine iliaque qui est immédiatement sur laquelle les prothèses prépéritonéales sont posées. Et donc, on enlève des petits morceaux par-ci, par-là. Voilà, pour faire très modeste. C'est une indication qui est exceptionnelle et qui doit être vraiment extrêmement discutée. Je suis en retard, donc je vais passer rapidement. La plus grosse série de chirurgie de la douleur publiée cette année par l'équipe de Los Angeles, qui nous dit que, pour faire simple, 50% des patients ont eu à moins deux chirurgies inguinales, de la cellio comme de l'ouvert, et que surtout 25% des patients qui ont eu un temps de chirurgie de la douleur seront réopérés une deuxième fois pour efficacité partielle. La conclusion, c'est la stratégie générale qui est opérée les patients qui ont des douleurs sévères réfractaires pour lesquels les blocs tests sont inefficaces et pour laquelle la neurolyse percutanée n'a pas été replue. Et le médecin de la douleur pense que ça peut marcher. Neuropathique, neurectomie, nociception, ablation du méchome, traitement de la récidive. Le risque, c'est l'inefficacité, c'est le traitement itératif, c'est la dénervation du flanc parce que ces nerfs sont moteurs et la désafférentation qui peut exacerber les douleurs. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est une prise en charge chirurgicale spécialisée, adressée tardivement et retirer la prothèse sans autre idée. Et vous voyez ici l'exemple d'un patient à qui on a retiré une prothèse de Liechtenstein de but en blanc. Ça a dénervé la paroi inguinale et vous avez beau essayer de mettre une prothèse profonde, le résultat est moyen. Adressez vite et surtout, et j'en appelle au pouvoir public, organisez la prise en charge de la douleur inguinale chronique post-opératoire en France. Je conclurai sur la prévention. La prévention, c'est de dépister les douleurs inguinales préopératoires, de ne pas opérer les patients asymptomatiques ou les fausses hernies échographiques, de prendre en charge avec prudence les patients en burn-out ou anxio-dépressifs qui sont à risque de douleur post-opératoire ou les patients qui ont un syndrome douloureux chronique extra-hernière. Utiliser la célioscopie, c'est certainement un moyen aussi de réduire les douleurs par rapport à la voie ouverte. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, oui, alors Michel Schenberg, là, le micro est là. Oui. Raison d'être époustouflée. C'est un exposé merveilleux de chacun. Vous n'êtes pas en cause là, mais ce qui me surprend, je suis chirurgien orthopédiste, chirurgien de la main, et une neurectomie, ça n'a jamais, pour nous, jamais réglé un problème. C'est pour ça que je trouve que si vous, est-ce que la neurectomie, quand vous la réalisez, est-ce que vous avez vu la lésion, la zone lésionnelle du nerf? Non, Est-ce que parce qu'on est vous y accédez? on est en amont de cette zone. Vous êtes en amont. C'est pour ça. Je dirais que parce que la solution, à mon avis, c'est soit faire un enrobement, soit une résection et une greffe. Mais ça, c'est l'idéal. Je parle dans le bras, je peux le faire. Mais je posais la question et donc on peut comprendre votre solution un peu d'esquive de s'en sortir. Mais je pense que c'est très difficile. Bien sûr. C'est une catastrophe. Et je comprends parfaitement la difficulté de votre cri en disant qu'on prenne en charge ces nerfs. La deuxième question, est-ce que dans votre expérience dans ces cas, est-ce que vous avez, les gens utilisent ou les spécialistes de la douleur utilisent le terme d'algodystrophie? Non. Non, heureusement. Vous avez de la chance parce que ça n'existe pas. Oui, mais ça n'existe pas non plus au niveau des membres. C'est très simple.
C'est-à-dire qu'il y a une lésion. Quand il y a un dérèglement, c'est que vous avez une lésion minimale, de ça, et il faut la chercher. Voilà. C'était les deux remarques, mais je félicite toute l'équipe. Enfin, vous avez été merveilleux. C'est exceptionnel. D'autant plus que c'est pas mon rayon. Merci. Ce qu'on appelle algo-neurodystrophie, je reviens quand même là-dessus, parce que des fois, on a des patients qui nous viennent avec des syndromes douloureux de la tête aux pieds, en fait. Et ils sont étiquetés algo-neurodystrophiques, quoi. Donc c'est ceux-là, ils nous font peur parce qu'on sait qu'ils vont avoir mal à la région de l'aine si on les opère, finalement. Diagnostic, voir, pour débarrasser du malade. Et le malade, évidemment, Il faut prendre le micro parce que la session est enregistrée. je dirais que dès qu'on rentre dans l'algodystrophie, je ne veux pas dire qu'il y a aucune possibilité d'un traitement médical, mais en règle générale, quand vous avez après une chirurgie un problème que vous arrivez à l'algodystrophie, c'est un problème complexe et qui ne peut pas être solutionné par les antalgiques, la prise en charge quelle qu'elle soit. Il faut aller chercher pourquoi il y a un problème. C'est le problème. Est-ce qu'il y a une lésion au niveau du site opératoire ou y a-t-il une lésion que nous n'avons pas diagnostiquée? Le problème, elle peut être tout à fait à côté. Voilà. Et c'est ça le problème difficile à l'heure actuelle. Et nous sommes un petit nombre de chirurgiens qui pensons ce que je vous ai exprimé, mais on en est convaincus. Je Merci. voudrais juste rappeler qu'il y a eu une session sur l'algodystrophie il y a une semaine ou 15 jours à l'Académie, où il y a l'équipe de Nîmes, du CHU de Nîmes, qui travaillent tous en commun sur différentes spécialités pour traiter ce genre de pathologie. Et je pense que les concepts ont un peu évolué, ils n'ont pas tout réglé, hein, mais je voulais juste rappeler ça. Et si vous voulez vous référer à cette session, il n'y aura pas de problème. On va donner la parole à Yoann Renard et ensuite Jean-Luc Bouillot. J'avais deux petites questions, si tu veux. La réussite de la triple neurectomie, qui est super difficile, hein, j'en fais très peu aussi, enfin, quand il faut vraiment. Tu dis peu de réussite, alors qu'on a l'impression quand même, dans la littérature et aussi chez nous, que finalement, quand on coupe ces trois nerfs, on va avoir les complications des nerfs, parce que ils sont sensitifs, mais ils sont un tout petit peu moteurs, et que c'est plus que 25%. Ça, c'est ma première question. Plus que 80% de succès, ma première question. Et ma deuxième question, c'est sur le méchome. Ce qu'on appelle le méchome, c'est un pougnac qu'on voit au scanner. On ne sait pas trop si finalement la prothèse, elle est quand même étalée, qu'il y a un truc dessus, ou si elle est vraiment rétractée. Et finalement, toi, c'est systématique. Et si, quand tu as une douleur là-dessus, est-ce que pour toi, c'est systématiquement une reprise chirurgicale? Euh, la première question, l'information du patient avant chirurgie de la douleur, c'est de dire que ça donnera une amélioration partielle et que ce sera peut-être un premier temps opératoire. Et la deuxième réponse, c'est oui. Quand il y a une anomalie anatomique visible, que ce soit une récidive ou un méchome, c'est une indication de réintervention. Jean-Luc Bouillot. Ouais, trois remarques. En 50 ans de chirurgie hernière, j'ai jamais fait une neurectomie. Et donc, je suis surpris de l'importance que tu donnes dans ton exposé à cette neurectomie parce que moi, ça me fait peur. Première remarque, mais tu vas pour. Deuxième remarque, tu parles que de triple neurectomie. Est-ce qu'il y a une place pour une simple neurectomie en reprenant le site opératoire antérieur, par exemple? Et troisième remarque, j'ai toujours entendu dire que plus on s'en occupait tôt de cette douleur, mieux c'était. Or, tu n'en parles pas du tout. Ouais. Mais c'était très brillant, comme d'habitude. Je suis très heureux de vous revoir, monsieur. C'est pas la seule chose que vous n'avez jamais faite et que je fais maintenant. Et notamment, je pense que ces malades-là, on ne s'en occupait pas. Et maintenant, ils savent qu'ils ont les CETD, qu'ils savent qu'on peut leur proposer des solutions et la prise en charge des médecins de la douleur a aussi beaucoup progressé. Et quand on voit les médecins de la douleur spécialistes de la paroi, moi j'ai la chance d'avoir un collaborateur, on est vraiment proactif, quoi. Donc on s'en occupe. La neurectomie sélective, elle a été décrite. Maintenant, c'est difficile de faire la part des choses sur les territoires nerveux. Parfois, avec les blocs tests, ils arrivent à faire des blocs tests sélectifs aussi. Donc, il y a probablement une place pour ça. Mais c'est tellement confidentiel qu'on a du mal à faire la part des choses. Mais la réponse est oui et c'est décrit.
Et enfin, comme si au début de la présentation, on parlait de la chronologie de survenue des douleurs et on disait que dès 3 mois, il faut une prise en charge active. Et moi, j'encourage mes collègues à adresser dès 3 mois les malades douloureux aux médecins de la douleur, dans un monde idéal. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, David, mais je trouve, enfin, on s'en occupe toujours pas, en fait. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont voir leur chirurgien, docteur, j'ai mal. Le chirurgien il dit, oui, moi, j'ai vachement bien bossé, on va faire un scanner, je vous revois. Hop, on voit le patient, vous avez toujours mal. Oui, le scanner est normal. Donc, vous n'avez pas de problème, barrez-vous. Hmm. Et puis, ils viennent nous voir un jour, nous, un peu spécialistes de la douleur, on fait comme on peut, avec 12 scanners, 25 IRM, 5 échographies ou 12, et avec un dossier commun, ça. Et donc, en fait, non, on s'en occupe pas, en fait. Et C'est-à-dire que 3 chirurgies aussi. oui, et trois réexplorations chirurgicales sans rien faire, en fait. C'est pour ça qu'en fait, la triple neurectomie, on a l'impression que c'est nouveau. Déjà, ça a été publié il y a longtemps. Et en fait, c'est parce qu'on s'en occupe de plus en plus. Philippe de Mestier. Oui, c'est un sujet absolument très intéressant sur lequel j'avais travaillé d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est un véritable drame depuis une vingtaine d'années. On en parle à chaque congrès. Et vous savez peut-être que les laboratoires Becton Dickinson ont indemnisé 38 000 patients plutôt que de faire une procédure. Bon, alors en France, les avocats commencent à s'intéresser à ce problème, bien entendu. Il y a d'ailleurs, je crois, un groupe d'avocats qui a déjà réuni une soixantaine de patients pour faire une procédure, mais qui il raconte qu'il y aurait 200 000 possibilités en France de gens qui ont des troubles après les poses de prothèses. Il y a une chose quand même, c'est que ce que j'ai remarqué, enfin, ce qu'il faut, je pense, c'est en préopératoire, bien examiner le patient pour lui demander ce que vous ne dites pas, savoir exactement quel type de douleur il a, parce que très souvent, ce sont les mêmes douleurs avant et après l'intervention. Oui. Donc, l'évaluation de la douleur préopératoire est vraiment importante, à mon avis. La douleur inguinale sans boule Ouais. est vraiment à craindre énormément parce que probablement que beaucoup de patients douloureux chroniques sont des patients qui n'avaient pas de hernie et qui ont été opérés pour une douleur inguinale ou pour une hernie échographique. Et ça, nous, notre communauté, on y travaille beaucoup avec la société, avec le DIU, avec des webinaires pour essayer d'améliorer la formation de nos collègues parce que ce sont des éléments qu'il faut rappeler et qui sont à la base de la prévention qui est vraiment un élément majeur. Vous avez raison de le rappeler. Oui, Bernard Garin. Non, juste une petite réflexion. Vous avez dit à un moment que 80-90% des hernies sont opérées avec une prothèse. Je ne sais pas si vous connaissez le continent africain, Tout à fait. que je connais bien. C'est 80% Sans- des gens sont opérés sans prothèse. Ou avec une moustiquaire. Non, ça marche pas. Non, la moustiquaire stérilisée, je suis désolé, ça ne marche plus. Bon, Hein. Donc voilà, tout vous avez simplement. raison. Probablement que les résultats ne sont pas évalués, mais Oui, très peu. Pardon? Dans le volume mondial, la proportion de patients opérés en Afrique reste minoritaire. Je suis désolé, je contredis un petit peu cet aspect. J'y vais aussi tous les ans. Le continent africain est le continent où il y a le plus de hernies. Hein. Un homme sur 4-5 fait une hernie, notamment parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a beaucoup de professions, etc. Et c'est un énorme problème. Un énorme problème. problème. Mais, Pour les Africains. mais les endroits où j'étais, c'était quasiment une des seules activités chirurgicales courantes. Voilà. C'est sûr. Mm. C'est sûr. Néanmoins, ça représente, par rapport à la proportion mondiale de chirurgie hernière, une part minoritaire. Alors, on n'a pas de chiffres parce qu'effectivement, on n'a pas de registre en Afrique. Bah oui. Et c'est l'activité principale qu'ils font. C'est une activité qu'ils arrivent à faire en chirurgie ambulatoire et qui est faite dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, disons, par des techniciens chirurgiens et pas par des chirurgiens avec une formation Oui, chirurgicale. Et donc, on ne peut pas non plus comparer les résultats de l'Afrique avec les résultats du reste du monde, j'allais dire civilisé, c'est pas le mot, mais oui, je pense pas. Je pense pas que ce soit le terme qu'il faut utiliser. les pays pas le mot. industrialisés. Industrialisé. Excusez-moi. Ah, mais bien sûr, Moi, je voudrais remercier David Moscovitz d'avoir traité ce sujet, qui est un sujet quand même très difficile. D'ailleurs, tu nous l'as montré, tu as quand même les pires peines du monde dans ta revue de littérature, parce que
les cas ne sont pas si fréquents. Oui. Et je rejoins un peu Jean-Luc Bouillot. Moi, personnellement, des neurectomies, j'en ai jamais fait. D'ailleurs, ça me faisait peur. Je me disais, je vais pas la faire. Si je dois en faire une, s'il y a une indication, je l'enverrai. Bon. Et les ablations de plaques, Ouais. moi, en 36 ans, j'ai mis plus de 5500 plaques. Si j'en ai retiré une dizaine, une quinzaine, c'est bien le grand maximum. Et je veux bien admettre que certains ont retiré les miennes. Ça, je veux bien l'admettre. Mais ça reste quand même ces douleurs induisant des indications de ce type restent quand même tout à fait exceptionnelles. Bien sûr. Et je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui en France, on meurt de hernie étranglée quand même. Hein. Encore, ça existe. Tout à fait. Hein. Les hernies étranglées, nous connaissons. Hein. Les hernies crurales étranglées chez la centenaire, arrivées aux urgences, etc. Ça existe encore. Bon. Alors vraisemblablement, votre génération, elle va nous défricher des sujets que nous n'avons pas défrichés parce que la population y est plus sensible, etc. Ça reste quand même des cas absolument exceptionnels. Et donc, c'est vraiment tout l'intérêt d'adresser ces patients compliqués dans les centres spécialisés. Je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous, Monsieur Bouillot, ou vous, Monsieur Joannet, quand vous aviez une douleur chronique, tous les chirurgiens ont 5 à 10% de douleurs chroniques, dont 1 à 5% qui ont des douleurs invalidantes. Tous, y compris moi, y compris vous, vous aviez eu ces douleurs-là. Qu'est-ce que vous faisiez de vos patients qui avaient une douleur chronique invalidante, pour lesquels il n'y avait pas de récidive, et que vous avez l'impression, à raison, d'avoir bien bossé? Bah, tu répondras, mais pour ma part, moi je les mettais, je les adressais en centre antidouleur. D'abord, je commençais par regarder s'il n'y avait pas une autre cause. Parce que ça pouvait être, comme vous l'avez dit, hein, bon. Ensuite, c'était centre antidouleur et au maximum, ça m'arrivait de suggérer, après 6 mois de latence, de proposer l'ablation de plaque. Mais voilà, je veux dire, je sais pas ce que, mais je pense qu'il y avait, enfin, peut-être que les patients sont plus exigeants maintenant mais que nous avions un arsenal qui était pas beaucoup plus élaboré que vous, au contraire plutôt moins, mais bon, c'est dans ce sens-là, à mon avis, qu'il faut défricher pour soulager ces patients. Mais moi, j'ai pas le souvenir d'avoir des patients qui ont changé d'activité professionnelle après une cure de hernie, par exemple. 5%. Je veux bien croire que ça existe, mais je pas. 5% de vos hernies, monsieur. Je partage l'avis du président, c'est-à-dire que en respectant certaines règles, j'ai jamais fait de Liechtenstein de ma vie. Tellement je pensais que cette procédure entraînait des douleurs. Mettre une prothèse contre un nerf m'a semblé toujours d'un illogisme total. C'est incroyable de faire ça. Une prothèse va irriter le nerf et on met la prothèse contre le nerf. Je ne comprends pas que les sociétés n'aient pas dit il ne faut pas faire de Liechtenstein. Je n'ai jamais opéré des gens tant que je n'ai pas vu moi-même la hernie. C'est-à-dire, comme a dit le professeur Moscovitch, on n'opère pas une douleur, on opère une boule. S'il n'y a pas de boule, j'opère pas. On se méfie beaucoup des gens qui ont beaucoup de douleurs en préopératoire. Ça fait pas très mal des hernies. Moi, j'en ai eu une. Je vois bien comment ça fait pas mal. Ça grossit, ça truc, ça gêne. Mais ça entraîne très rarement des douleurs. Et puis, je pense que la technique opératoire en dehors de non, pas de Liechtenstein, j'ai toujours utilisé la technique que m'avait appris mon maître, le professeur Alexandre, une prothèse souple, sous-péritonéale, qu'on la fasse par voie antérieure ou par la voie postérieure, en respectant et en voyant les nerfs. Et ce faisant, mon cher Johan, je me targue, mais peut-être je suivais très mal les patients, d'avoir moins de 5% de douleur, mais je n'ai pas les chiffres à vous apporter. Oui, je vous en prie. Si vous Non, voulez non, dire autre chose. Non. Je sais pas si je dois continuer. Non, je continue pas. Non. Juste un truc quand même, complètement d'accord avec vous pour les Liechtenstein, on n'en fait pas non plus, nous. Par contre, quand on met la prothèse en sous-péritoniale, on met la prothèse sur le plexus déférentiel, qui peut créer des douleurs aux testicules, et on met la prothèse sur la branche génitale génitofémorale aussi, en fait. C'est sûrement moins pire, mais les risques nerveux, et on le voit aujourd'hui, sont les mêmes, en fait. Merci, professeur Moscovitz. Merci.